Open source, une réponse à la réglementation export control. Alors pourquoi ce titre ? Car je souhaitais vous parler de manière générale, je savais que je vous parlerais de la manière dont interagit un peu spécifiquement l'open source avec la réglementation export control des biens à double usage. Alors comme vous allez pouvoir le voir, j'ai été un petit peu rattrapé par l'actualité, puisque en ce moment, cette année et surtout ces dernières semaines, on entend énormément parler de ce qu'on appelle la guerre des puces, et avec notamment il y a quelques semaines la mise à jour, on va dire un petit peu en catastrophe, de la réglementation américaine d'exportation de ces puces en réaction à l'arrivée sur le marché de nouvelles puces Nvidia qui s'appelaient les puces H100 et A100, qui étaient les puces qui ont permis, qui notamment sont sorties sur le marché, qui sont très utiles pour l'entraînement des IA génératives de grands modèles de langage, et qui sont arrivés sur le marché à peu près en même temps qu'est sorti ChatGPT, et qui a provoqué l'explosion d'NVIDIA. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois après, Nvidia a sorti une puce, la puce A100, la A800 et H800, qui a pour caractéristique de passer juste en dessous des seuils de réglementation qui avaient été fixés par l'administration américaine pour éviter que ce type de puce aille en Chine et permettre le développement de ce type de technologie. Donc là, mon objectif en 15 minutes, c'est de venir vous expliquer les circonstances juridiques qui permettent aux États-Unis de réguler la diffusion de technologies à intérêt stratégique. Les mécanismes sous-jacents, je vais vous montrer qu'ils ne sont pas designés pour lutter spécifiquement contre la Chine, mais qui peuvent s'appliquer aussi en Europe. Et qu'il est important pour les entreprises françaises, européennes, de comprendre ce paysage un petit peu complexe, un petit peu dur à appréhender d'un premier abord. Donc, dans les fondements de ce ce système de régulation, c'est donc l'Export Administration Regulation, l'EAR, qui est un des 3 piliers, comme je vous l'ai représenté là, de la réglementation, un des grands piliers réglementaires américains, aux côtés de l'OFAC et de l'ITAR. Donc l'OFAC, c'est un ensemble de réglementations qui régule les pays, l'arrivée de biens dans les pays sous embargo. L'ITAR est un ensemble de règles qui s'intéressent aux produits commerciaux à usage militaire et l'aérospatial. Et enfin, l'EAR a la particularité de s'intéresser aux biens qui sont dits à double usage, c'est-à-dire qui peuvent avoir un usage militaire et potentiellement aussi, civil et potentiellement aussi militaire. Voilà. C'est une catégorie qui a une énorme assiette qui concerne potentiellement énormément de biens. Et ce système de régulation-là existe depuis longtemps. Il est né pendant la guerre froide et il a eu le temps de s'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier qui a commencé à intégrer la régulation des logiciels comme bien ayant distinct, pouvant potentiellement avoir un usage militaire et donc qui était à réguler. Et sur ces questions-là, en fait, l'EA a constitué un pilier extrêmement intéressant pour les États-Unis lorsqu'ils ont commencé à avoir une politique de limitation de la diffusion des technologies de pointe qui peuvent avoir une importance stratégique. Et l'EA a été un petit peu détourné petit à petit de son historique initial pour servir vraiment à des fins géopolitiques. Alors, quel impact en Europe ? Donc, pour bien comprendre l'impact européen, c'est qu'un bien et l'impact sur les entreprises européennes, il y a plusieurs principes fondamentaux inhérents à l'EA.
Le premier, c'est que c'est la question de l'origine du produit. Voilà, un bien est soumis à l'EAR s'il a été produit aux États-Unis, même si même des produits assemblés à l'étranger avec des biens avec des biens étrangers peuvent être considérés comme d'origine américaine s'ils contiennent des composants considérés comme critiques vis-à-vis de l'EAR. Voilà. Ensuite, un bien produit à l'étranger, mais qui dépasse un certain seuil de composants d'origine américaine, voilà, qu'on appelle le seuil de Minimi. Voilà. Et enfin, là, ce qui va nous intéresser avec l'intelligence artificielle et qui a une grande importance, c'est cette dernière catégorie cette dernière catégorie des biens qui, peu importe là où ils ont été produits grâce à l'utilisation d'un bien, technologie ou logiciel sujet à l'EAR. Voilà. Une fois qu'on sait qu'un bien est sujet à l'EAR, on va se poser 3 questions. La question du classement du produit, la question de la destination du produit et la question de l'utilisation du produit. C'est la combinaison de ces facteurs-là qui va permettre de savoir si on est dans le cas d'une licence requise pour l'exportation de ce bien-là, ou d'une licence, ou dans le cas d'une exception de licence pour lequel il y aura tout de même un certain formalisme à respecter. Voilà. Alors, une caractéristique notable de l'EAR, c'est son aspect extraterritorial. Donc, en fait, cela signifie que même les transactions réalisées en dehors des États-Unis, c'est-à-dire que par exemple la France qui exporterait vers un autre pays de l'Union européenne, vont être considérées, si on respecte n'importe laquelle des conditions, comme une réexportation de produits américains à laquelle il faudra appliquer exactement les mêmes règles. Voilà. On a l'exemple ici d'un scénario qui permet d'illustrer mon propos. Imaginons qu'une société européenne ait besoin de GPU pour optimiser ses capacités d'entraînement d'IA. Voilà. Et qui va déployer des serveurs équipés de ces composants électroniques qui proviennent des États-Unis, qui vont être produits par AMD, par Intel et par Nvidia que j'ai évoqué tout à l'heure. Les puces graphiques utilisées pour l'entraînement intensif de ces modèles sont sujettes à l'IA dans la grande majorité des cas et vont nécessiter au moment de cet export-là l'attribution d'une licence d'exportation. Donc ce qui n'est pas vu par les entreprises européennes. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que l'entraînement, la création de nouveaux produits en utilisant les capacités de ces biens qui ont eux-mêmes nécessité une licence d'exportation vont créer des produits qui, en théorie, du point de vue l'EAR, pour être à nouveau réexportés, et donc par exemple simplement mis sur la toile, mis à disposition en téléchargement, vont nécessiter à nouveau une licence d'exportation, en tout cas une notification, une autorisation de l'AR, le fait de s'intéresser à savoir si on tombe ou pas dans des cas restreints. Voilà. Une autre situation, c'est la situation où on n'utilise absolument aucun hardware d'origine américaine, mais on va aller chercher de la puissance de calcul pour entraîner nos IA chez un cloud provider. Et donc je les ai ajoutés là, donc c'est Amazon, Google, Azure, Oracle, Nvidia principalement. Et concrètement ce qu'on fait là, c'est qu'on envoie tout un tas de data aux États-Unis qui vont processer dans des serveurs, et à ce moment-là, il y a création d'un bien aux États-Unis, considéré d'importance stratégique du point de vue de l'EAR, qui va à nouveau sortir des frontières. Et précisément à ce moment-là, et surtout au moment où on voudra réutiliser ce produit-là de quelque manière que ce soit, on tombera en théorie dans une situation où l'entreprise européenne aurait dû demander l'autorisation de l'administration américaine. Ce qui change très récemment d'il y a 2 semaines, c'est que les États-Unis ont mis à jour la réglementation EAR de sorte que pour les puces, on ne tienne plus seulement compte de la capacité de calcul des puces, mais également de la potentielle intensité de calcul, c'est-à-dire qu'on va avoir
on va avoir, ils ont pris en compte la possibilité pour les exportateurs de simplement faire des puces plus petites, aux capacités de calcul plus compactes, et de les aligner plus tard dans des ordinateurs. Et ils ont voulu empêcher, réguler cette pratique-là en ajoutant cette caractéristique de l'intensité de calcul. Et donc depuis qu'ils ont fait ça, il y a beaucoup de puces sur le marché, et ils ont été très stricts en la matière, qui sont tombés dans le champ du contrôle de l'EAR. Voilà. Et ils ont fait ça notamment pour contrer la politique commerciale de Nvidia qui se déploie aujourd'hui vers la Chine. Et cela a un impact aussi donc sur toutes les entreprises qui seraient susceptibles de tomber, d'être obligées d'appliquer l'EAR. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appliquer l'EAR? Raoul, tu peux avancer s'il te plaît? Il y a tout un tas de sanctions qui sont associées à cette réglementation-là, qui vont de la sanction des simples sanctions administratives, puis civiles, puis pénales, et enfin les sanctions indirectes. Les sanctions indirectes. En réalité, ce qui permet aux États-Unis, à l'administration américaine, d'appliquer de manière extraterritoriale cette réglementation, c'est la menace des sanctions indirectes. Parce que si on les applique, notamment les questions les menaces de blacklisting, de restriction aux comptes bancaires, d'interdiction des marchés publics américains, d'interdiction des licences d'export US en général pour tout autre produit, en fait cette sanction-là fait peser la menace des sanctions pénales et des sanctions civiles et administratives sur toute entreprise, sur tout ressortissant américain qui déciderait de, malgré tout, avoir une activité commerciale avec une entreprise qui a été blacklistée. Donc, en réalité, vu l'hégémonie américaine, de grandes sociétés américaines en la matière dans le monde, la menace de blacklisting, en fait, c'est une menace c'est une interdiction d'exister sur le marché international. Donc c'est extrêmement efficace et c'est extrêmement dissuasif. Et beaucoup de sociétés qui sont en tort vis-à-vis de ces règles choisissent, au moment où elles s'en rendent compte, plutôt que de subir les sanctions, de s'auto-dénoncer. Et ça a été par exemple le cas en 2016 de la société Airbus, qui est venue voir donc le bureau américain, donc le BIS pour Bureau of Industry of Security américain, qui est donc l'administration qui gère l'EAR, qui sanctionne en fait qui gère les sanctions à l'EAR, et qui en fait, lorsque Airbus a notifié le BIS, en fait ils ont réussi à passer en fait du scénario noir d'une sanction à plusieurs dizaines de milliards de dollars à seulement 3,5 milliards, qui a quand même eu un impact assez important sur l'entreprise. Et l'open source dans tout ça. Un logiciel open source a la particularité d'avoir le code ouvert, et à ce titre-là, il va passer aux yeux de l'EAR comme un bien qui fait partie du domaine public, même si ce n'est pas exactement la même chose. Et donc comparer un logiciel propriétaire, tous les enjeux de traçabilité qui sont amenés par la réglementation américaine vont être beaucoup plus faciles à gérer, puisque ça fait partie de l'ADN d'un logiciel open source d'avoir une traçabilité du code et des contributeurs. Voilà. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour le code fermé, et qu'au moment où on se rend compte qu'il y a un effort à faire de traçabilité, soit des composants, soit du code, on se rend compte que c'est un effort qu'on fait rarement dans le grand détail, et il y a un travail à faire à ce moment-là. Voilà. De ce fait, le fait d'être associé au domaine public, les logiciels open source, lorsqu'on commence à regarder la réglementation EAR, on se rend compte qu'il y a une exemption de principe. Une exemption de principe, ce qui n'est pas du tout le cas des autres logiciels. Voilà. En revanche, dans certains logiciels qui vont être plus strictement contrôlés, ça va être le cas pour les logiciels cryptographiques, ça va être le cas aujourd'hui pour les logiciels qui sont embarqués dans des puces, dans des GPU, qui permettent en fait, parce que c'est les composants qui ont des petits logiciels embarqués qui permettent de les faire fonctionner plus efficacement. Ça va être le cas pour l'IA, et ça va être le cas pour globalement toutes les technologies de pointe. Voilà. Et ben, quand bien même, à ce moment-là, si le logiciel est open source,
au lieu d'avoir un régime extrêmement strict appliqué à ces technologies-là, on va passer sur un régime qui va être plutôt allégé et qui va apporter énormément d'avantages, notamment dans la situation que je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on se rend compte qu'on est sujet à l'EA et que potentiellement on peut bénéficier d'une exemption de licence, c'est-à-dire une simplification des formalités parce que on a un bien qui est fait pour la consommation de masse, pour le grand public. On va avoir des formalités administratives plus simples pour le logiciel open source, dans une logique de notification des administrations américaines, alors que dans les formalités d'obtention de licence et d'exemption de licence pour les autres logiciels, on a en général une logique d'autorisation, ce qui est beaucoup plus long et qui nécessite un ping-pong de discussion avec le BIS. Est-ce que l'open source est une solution miracle aux enjeux de souveraineté? Alors la réponse rapide c'est non. Et la réponse un petit peu plus longue, c'est non pour l'instant. L'open source, comme je l'ai montré donc juste un petit peu plus tôt, c'est un levier, c'est un très très bon levier de maîtrise et de simplification des formalités, des procédures des entreprises qui veulent avoir un impact, qui veulent avoir une dimension internationale. Voilà. En revanche, lorsque l'on crée des logiciels qui produisent, même open source, qui dépendent pour fonctionner de hardware de hardware d'origine américaine, alors là l'effet est extrêmement limité et c'est le cas de beaucoup d'IA. C'est-à-dire qu'en fait, même si et c'est le cas pour ce qu'on fait avec LLM France, on produit aujourd'hui des IA qui contournent assez naturellement les problématiques d'export control parce que on est open source. À la fin, l'installation on-prem doit se faire sur des serveurs qui eux-mêmes sont construits avec des puces d'origine américaine, bien souvent, et à la fin, le produit final, il n'est pas souverain. Voilà. Cependant, il y a un essor parallèle de l'open hardware qui permet véritablement, qui permettra à un moment donné, si on continue d'avancer dans le domaine des IA open source, à véritablement exploiter en autonomie les capacités des IA. Voilà. Et alors, en fait, faut imaginer, c'est une mallette à double clé, et c'est l'activité combinée, ces deux, qui permet de basculer dans la souveraineté. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques, et c'est la fin de ma présentation.